La nuit où ma sœur est revenue après 2 ans de silence, elle se tenait devant mon appartement avec le même genre de dossier qui avait autrefois détruit toute notre famille. Elle n'avait pas de maquillage, pas d'écharpe, pas de public et aucune histoire préparée pour quelqu'un d'autre. Elle n'avait qu'une question pour moi. Penses-tu que nous pourrons à nouveau être sœurs ? La partie étrange était que j'avais passé 2 ans à préparer ma réponse. Je ne m'attendais pas à ce que la vérité me fasse changer les choses. Je m'appelle Sadie Ivers. J'avais 26 ans lorsque j'ai finalement été acceptée dans l'école de droit de mes rêves à Manhattan avec une bourse. J'avais travaillé pendant des années pour atteindre ce moment et pour la première fois, j'avais l'impression que ma vie était enfin à moi. Puis, 3 semaines après avoir annoncé la nouvelle, ma sœur aînée Brooke a convoqué une réunion de famille et nous a dit qu'elle avait un cancer de stade 4. Ma mère est tombée en panne immédiatement. Mon père pouvait à peine parler. Brooke a dit que les médecins ne lui avaient donné que des mois, peut-être 2 ans au maximum. Je voulais la croire parce que quel genre de sœur interroge quelqu'un qui dit qu'elle est mourante ? Mais quelque chose dans son histoire semblait étrangement répété. Elle connaissait tous les détails médicaux, mais ne nous a jamais donné le nom de son oncologue. Pourtant, j'ai choisi la famille plutôt que les soupçons. J'ai reporté l'école de droit d'1 an pour l'aider. Tous les mercredis, je conduisais Brooke à un centre de cancérologie à 40 minutes. Elle me demandait toujours de la déposer à l'entrée et de partir, car son traitement durait soi-disant des heures. Sa tête était rasée, elle portait des foulards et toute l'église s'est rassemblée autour d'elle. Ils ont recueilli plus de 17 000 $ pour l'aider à suivre son traitement. Puis les petites choses ont commencé à me déranger. Un mercredi, Brooke a dit que son traitement s'était terminé tôt. Un autre jour, je lui ai apporté de la nourriture et je l'ai vue à travers la fenêtre rire et manger des plats à emporter épicés. Quand elle m'a remarqué, la nourriture a disparu. L'écharpe est revenue et soudain, elles étaient trop faibles pour manger. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à tenir des registres, des reçus de stationnement, des dates, des photographies de collecte de fonds, tout ce qu'elle nous disait, puis j'ai trouvé quelque chose qui m'a fait tourner l'estomac. Sur une photo de collecte de fonds de l'église, Brooke était assise sur une chaise à perfusion avec une intraveineuse collée sur son bras. Mais quand j'ai agrandi l'image, le tube semblait aller nulle part. Il n'y avait aucun lien sous la bande. Et le bracelet de l'hôpital sur son bras avait une date des années plus tôt. Je savais que j'avais besoin d'une dernière preuve. Au dîner, j'ai demandé à Brooke le nom de son oncologue. Sans réfléchir, elle a dit « Dr Corwin ». Cette nuit-là, j'ai cherché dans la base de données médicales publiques. Il n'y avait pas de Dr Corwin, ni au centre médical, ni à Albany, ni nulle part à proximité. J'ai imprimé le résultat de la recherche et j'ai donné 48 heures à Brooke pour dire la vérité à nos parents. Elle a utilisé ces 48 heures pour rendre le mensonge encore plus grand. Lors de la réunion de famille suivante, elle a annoncé que le cancer s'était propagé à son cerveau. Ma mère a commencé à pleurer avant même que Brooke ait fini de parler. C'était le moment où j'ai arrêté d'attendre que la vérité éclate d'elle-même. J'ai appelé tout le monde à la table de la cuisine et j'ai ouvert mon dossier. Un morceau à la fois, j'ai tout mis devant eux. Les tickets de parking, la photo de la collecte de fonds, l'ancienne fanfare de l'hôpital, le médecin inexistant. Ma mère a essayé d'expliquer chaque détail parce qu'elle était mère avant d'être infirmière. Et elle voulait désespérément que sa fille dise la vérité. Puis j'ai regardé Brooke directement. Je lui ai posé une question. Nommez un médicament que vous prenez. Elle ne pouvait pas. Toute son histoire a commencé à s'effondrer devant nous. Il y a d'abord eu la colère, puis les accusations de jalousie, puis les excuses concernant les traitements privés et la médecine alternative. Finalement, elle s'est mise à pleurer, puis elle a admis la vérité. Brooke avait appris quelque chose quand elle était enfant. Chaque fois qu'elle était malade, maman la regardait. Chaque fois qu'elle était blessée, tout le monde se rassemblait autour d'elle. Être malade était la seule fois où elle ne s'est jamais sentie invisible. Alors elle a créé une maladie. Ma mère l'a toujours serrée dans ses bras et je suis partie. Brooke a finalement commencé un traitement et a été diagnostiquée avec un trouble factice
et une dépression. Grant l'a quitté. L'Église a appris la vérité et mes parents ont commencé à rembourser l'argent qui avait été donné. Ma mère a cessé de me parler pendant 11 jours, mais je suis allée à l'école de droit. J'ai construit la vie que j'avais reportée pour un mensonge. 2 ans plus tard, Brooke m'a envoyé une lettre. Elle ne m'a pas demandé de lui pardonner. Elle n'a pas fait d'excuses. Elle a énuméré ce qu'elle avait pris de moi, de nos parents et de l'Église. Elle m'a expliqué qu'elle travaillait dans une crèche et qu'elle remboursait lentement l'argent, mais une phrase m'est restée en tête. Personne ne m'a jamais regardée jusqu'à ce que quelque chose me tue. Alors, j'ai inventé quelque chose. Je n'ai jamais répondu. Puis, une nuit pluvieuse, ma sonnette a sonné. C'était Brooke. Elle avait l'air différente. Ses cheveux avaient repoussé. Elle avait l'air plus âgée, fatiguée et étrangement paisible. Il n'y avait pas d'écharpe, pas d'expression dramatique et pas de public qui attendait d'avoir pitié d'elle. Elle m'a dit qu'elle était toujours en traitement tous les mardis. Elle travaillait, elle remboursait l'argent et elle apprenait enfin à vivre sans créer de crise. Puis elle m'a posé la question que je craignais secrètement depuis 2 ans. Penses-tu que nous pourrons à nouveau être sœurs ? J'avais imaginé ce moment tant de fois. Je pensais lui raconter tout ce qu'elle avait détruit. Je pensais lui relire mon témoignage et m'assurer qu'elle comprenait exactement ce qu'elle avait fait. Mais quand je l'ai regardée, quelque chose a changé. Elle avait passé des années à faire semblant d'être malade pour que les gens l'aiment. J'avais passé des années à rassembler des preuves pour que les gens sachent que j'avais raison. Nous étions encore tous les deux piégés dans la même famille. Alors, je lui ai donné une réponse à laquelle aucun de nous ne s'attendait. Je lui ai dit que les sœurs que nous étions étaient parties. Trop de choses étaient arrivées pour les ramener. Mais peut-être pourrions-nous redevenir sœurs à partir de 0. Je lui ai proposé de la rencontrer pour un café 1 fois par mois. Il n'y aurait qu'une seule règle. Nous disons la vérité. Pas de représentation, pas de manipulation, pas de faire semblant. Brooke s'est mise à pleurer et m'a tendu le dossier qu'elle avait porté sous la pluie. À l'intérieur se trouvait un registre de remboursement, des documents de traitement, une vieille photo de nous enfants et 1200 words pour ce qu'elle me devait. En bas, elle avait écrit une phrase. « Ça va me prendre un moment, c'est le but. » J'ai pleuré aussi. Non pas parce que tout était pardonné, car pour la première fois, j'ai réalisé que je n'avais plus à porter l'étui. 6 mois plus tard, on se retrouve toujours tous les premiers samedis. Nous ne sommes plus les sœurs que nous étions. C'est peut-être exactement pour ça qu'on a une chance. Parce que pardonner, ce n'est pas prétendre que le passé ne s'est jamais produit. C'est décider que le passé ne peut pas écrire tous les chapitres qui suivent. J'avais l'habitude de penser que ma sœur était la seule personne de notre famille à avoir appris à attirer l'attention en se cassant. Puis j'ai réalisé que j'avais aussi appris quelque chose. J'ai appris à prouver ma valeur en n'ayant jamais besoin de personne. Elle avait transformé la douleur en performance. J'avais transformé l'indépendance en prison. Aucun de nous ne savait simplement demander à être aimé. Maintenant, quand je sors de mon appartement le premier samedi du mois, je ne porte plus le dossier. Je n'en ai plus besoin. Parce que la plus grande victoire n'a jamais été de prouver que Brooke avait menti. C'était finalement de réaliser que je n'avais pas à passer le reste de ma vie à avoir raison sur ce qu'elle avait fait. Parfois, vous n'obtenez pas la famille que vous méritiez. Parfois, vous devez construire une nouvelle relation à partir des cendres de l'ancienne. Et parfois, la chose la plus forte que tu puisses dire n'est pas « je te pardonne ». C'est ceci : tu m'as blessé. Je m'en souviens. Je ne prétendrai jamais que cela ne s'est pas produit. Mais je choisis de ne pas laisser ce que tu as fait devenir le reste de ma vie.